C'est à une rencontre en double à laquelle je vous invite aujourd'hui, celle d'un musicien qui accompagne dans l'ombre de la scène les artistes avec son violoncelle blanc, qui est sans doute, mais il nous le dira peut-être, son meilleur ami, en tout cas son compagnon de route. Si Jean-Philippe Audin est actuellement sur scène avec son complice Roland Romanelli pour deux spectacles, l'un consacré à Barbara avec Rebecca Maille à Paris et l'autre en tournée avec Arnaud Ascoy pour La Promesse Brêle, il nous présente un nouvel album solo très original intitulé Alléluia Graffiti. Cet album est composé de 32 variations sur le prélude de la suite en sol pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Marie-Hélène. Merci Jean-Philippe de m'accueillir pour échanger autour de ton album très original et peut-être pour ceux qui te connaissent moins, un peu inattendu, dans la mesure où on te voit actuellement sur scène en accompagnant d'autres artistes dans des spectacles de chansons contemporaines. Dans Alléluia Graffiti, c'est bien de musique classique qu'il s'agit avec Jean-Sébastien Bach. Alors j'aurais aimé savoir, Jean-Philippe, comment est né cet album? J'ai lu que le point de départ était à la suite de concerts qui avaient été donnés, que tu avais donnés à la Sainte-Chapelle à Paris. Exactement, oui. En l'an 2000, pour célébrer un des anniversaires marquants de Jean-Sébastien Bach, j'avais fait l'intégrale des suites de Bach à la Sainte-Chapelle, plusieurs fois dans l'année. C'est un endroit absolument magnifique, mais c'est un endroit qui fait ressortir aussi certains aspects de la musique qu'on oublie. C'est-à-dire que quand on écoute de la musique par les systèmes électriques, on n'a pas les harmoniques, on a des réverbérations qui sont artificielles, alors que quand on est dans une salle, on est obligé d'adapter la vitesse de l'exécution à la réponse de la salle. Combien de temps il t'a fallu pour créer ces 32 variations? D'abord, il a fallu un certain temps de maturation, certes. C'est pas vraiment une variation dans le sens où on l'entend d'habitude, c'est-à-dire où on prend le thème intégral et qu'on transforme. Là, je voulais pas avoir la prétention de faire 32 préludes de Bach. Je ne serai jamais Jean-Sébastien Bach. Mais par contre, c'est vrai que pour un violoncelliste, c'est pratiquement le premier morceau qu'il joue. La première mesure se joue avec un seul doigt à la main gauche. La deuxième mesure se joue avec deux doigts. La troisième mesure avec trois doigts. Et la quatrième avec quatre doigts. Donc, c'est vraiment le début. Et j'ai fait du coaching avec, par exemple, Philippe Torreton sur un Oui. film. Et il a voulu prolonger après le film. Il a pas voulu me lâcher tant qu'il n'avait pas appris les quatre premières mesures du prélude de Bach. Pourquoi avoir choisi ce titre d'Alléluia Graffiti? Alors, Alléluia, là, c'est un ressenti personnel. C'est-à-dire, je vais vous jouer le thème tel qu'on peut le lire en quelque sorte. C'est-à-dire, ça va faire. Alors là, on a toutes les notes. Mais après, il faut essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Alors, comment est construite cette musique? Il y a une note de base qui, qui se répète sans arrêt comme une note de base. Oui, ouais. Et puis, un thème qui passe dessus qui fait. Et ça, moi, quand j'entends ça, j'entends Alléluia, Alléluia, D'accord. Alléluia. Et ça finit aussi en apothéose. C'est une musique qui est tout sauf austère, c'est qu'une musique de joie. C'est-à-dire quand on le joue après et qu'on essaie, comme je le fais, de décomposer les voix, les différentes voix, on entend. Donc, On partant l'entend, de c'est là, vrai. voilà, là on Ouais, ouais. l'entend. Là, on l'entend parce que tu l'as dit, en fait. Oui, Exactement. oui. Là, je le prononce, parce que comme il y a des Oui, paroles, je sais quoi dire. Parce que le problème de la musique instrumentale, c'est que c'est comme si on chantait en yaourt en permanence. oui, oui, c'est vrai. Tandis que là, il y a vraiment un texte qu'on peut après revendiquer. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une variation qui fait, c'est exactement les mêmes notes, sauf qu'elles sont réparties différemment dans l'espace. Celle-là, par exemple. Oui. Alors ça, c'est le chemin que ça a pris. Alors après, ça peut être simplement des couleurs, parce que j'ai fait tellement de musiques différentes que chaque fois, ça pouvait aussi se dire, dans cette nouvelle langue, on pouvait toujours dire ce prélude. Par exemple, ça serait pour la musique chinoise. Enfin, Oui, oui. voilà, il y a 32 variations comme ça qui se baladent au gré. Enfin, c'est des voyages au pays du tango, du rock. Donc Alléluia, c'est vrai qu'on l'entend. Tu penses que Jean-Sébastien Bach, l'a fait volontairement? Bah, de toute façon, lui, c'était un grand Bien mystique. sûr, C'est bien quelqu'un qui sûr. écrivait à un moment donné, il écrivait quand même une cantate par semaine. Oui. Donc, il n'avait pas le temps de se perdre en considération technique. Il avait la technique et il était perché. Qu'aimes-tu particulièrement chez Bach? La logique implacable de son écriture, qui est Oui. vraiment, c'est très mathématique, mais en Mmh. même temps, c'est la pureté des mathématiques.
Il n'y a rien qui soit prétentieux. Il utilise le matériau que lui offre l'harmonie, c'est-à-dire, par exemple, quand on joue sur la corde de sol, on a toutes ces notes-là qui font partie, qui sont une composante. Si je joue simplement la corde, on entend les harmoniques qui se développent les unes après les autres. Et quand on joue sur une autre corde, et de faire passer de l'un à l'autre avec les notes communes. C'est mystique, quoi. Ouais. Au cœur de l'orchestre, comment définirais-tu le rôle du violoncelle? Bah, pour mon vécu, quand Oui? j'ai commencé tôt, on m'a confié des parties dites faciles, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de notes au tout début de ma carrière, et c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment un instrument d'accompagnement. Oui. Ça a été très longtemps un instrument d'accompagnement. C'est depuis, disons, depuis la fin du 18e que le violoncelle a commencé à avoir ses lettres de noblesse, avec ses virtuoses, mais il a fallu du temps, hein. Oui, c'est clair. Ouais, ouais. Il a fallu du temps. Alors je parlais tout à l'heure de ton violoncelle comme d'un meilleur ami et d'un compagnon de route depuis toujours. J'aurais aimé savoir comment est née ta passion pour, l'instrument? J'étais d'une famille de mélomanes. D'accord. Enfin, exactement, d'amateurs. Alors du côté de mon père, c'était plutôt les fanfares des viticulteurs de la Bourgogne, et du côté de ma grand-mère, c'était vraiment, grande bourgeoisie, et il y avait toujours dans la maison, tout le monde faisait un instrument. Enfin, on choisissait un instrument, il n'était pas on vous demandait pas aux enfants s'ils voulaient faire de la musique, Ouais. et on faisait de la musique très tôt, en musique de chambre, en famille, tout ça. Ma grand-mère est d'une époque où on recevait les partitions, par exemple, du Péléas à la maison, on les lisait à quatre mains avec les copines, et tout ça, il fallait des semaines pour arriver à jouer. Rendez-vous 2 fois par semaine pour prendre le thé Ah et oui. déchiffrer ça, et après, elle se ferait le voyage et elle écoutait à l'opéra. Ah oui. Mélomane très averti quand même, hein? Oui, enfin très curieux, parce que c'est vrai, en plus, elle le chantait comme elle pouvait le chanter. Mais quand elles arrivaient sur place, elles connaissaient le truc mieux que n'importe quel instrumentiste de l'orchestre, quoi. Alors ce qu'on remarque aussi dans ta carrière, c'est ta volonté de ne pas rester enfermé dans un univers purement classique, ce qui pourrait être le cas. Mais est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi de toucher un peu à tous les domaines qui incluaient justement le violoncelle? Ça a été une évidence dès les années de lycée, où tout ce que je travaillais, je vivais à Nîmes, c'était une petite ville très enclavée à l'époque. Et quand on faisait du classique, des gens que je fréquentais, mes camarades d'école, ne comprenaient rien à la musique classique. Donc j'avais un instrument dans les pattes, que je jouais déjà pas mal, mais quand je jouais quelque chose, pour eux c'était un ennui profond, Oui, ou simplement c'était totalement hermétique. oui. Donc il a fallu que je me tourne vers des musiques qui étaient autres et qui leur parlaient, puisque moi je jouais et eux pas. Oui. Et puis après, il y a eu un choc aussi, parce que quand j'avais fait un stage linguistique en Angleterre, je suis resté un mois, et je me suis retrouvé c'était une année où il y avait les festivals d'Hyde Park. Ah oui? Et là, 100 000 personnes sur une pelouse, en pleine période hippie, c'était une révolution, quoi. Alors tu emmènes avec toi sur scène ton violoncelle blanc. J'aurais aimé que tu me racontes un petit peu son histoire. C'est très original, dans la tête des gens, un violoncelle n'est pas blanc. Exactement. On pourrait dire que c'est curieux, encore une fois, parce que c'est une idée fausse, puisque quand il sort des mains du luthier, comme tout bois, il sort blanc. Seulement après, il est reverni, et il y avait des vernis qui étaient plus ou moins beaux, mais c'était aussi une question d'avoir une couleur uniforme pour certaines cours, et tout Mmh. ça. Par exemple, pour l'anecdote, les Chinois n'aiment pas acheter des violoncelles rouges, parce que pour eux, ça les ramène aux antiquités chinoises, donc c'est pas assez occidental. Mais blanc parce que j'avais participé à une aventure pop avec un violoncelle que j'avais peint à la bombe Ah oui. en blanc, violoncelle pourri, hein, c'est un truc, il était cassé, bon, mais c'était pour faire les photos. Mais après, comme le truc a eu du succès, la première télé, on l'a Mmh. fait avec ça. Après, il a fallu renouveler l'expérience. Mais dès qu'on se déplaçait à l'étranger, on me filait des violoncelles. Mais alors, d'abord, je pouvais plus travailler mon violoncelle parce que je partais sans. Et je me suis retrouvé en Allemagne, en Allemagne, avec un violoncelle qui avait 4 cordes identiques. Et là, j'ai dit stop. Donc, je me suis fait faire un instrument blanc qui me permettait de travailler, qui pouvait permettre de faire les télés en même temps. Je l'ai fait faire par Patrick Charton, qui est décédé là-bas il y a 2 ans, qui était un immense luthier à l'écoute des musiciens, et donc lui me fait cet instrument, et c'était un challenge parce que je savais exactement ce que je voulais. C'est-à-dire, je voulais un violoncelle pas trop tendu, parce qu'on va avoir un son libre. C'est-à-dire que
Jouer du violoncelle, c'est pas appuyer tout le temps sur la corde, c'est on émet le son comme un trompettiste, par exemple, Et alors, vernis en blanc. il y a eu un moment où tu as perdu ton meilleur ami, il a Euh, disparu? voilà, on me l'a volé, exactement. Et bah, ça a été terrible. J'ai été obligé d'en faire refaire un, mais c'était évidemment pas du tout la même chose. Mmh. Parce que là, par contre, c'était pas appeler un luthier qu'on aime bien, c'est appeler un luthier et lui dire: «Vous avez pas, un instrument que vous avez pas fini là en ce moment, Oui, oui, bien sûr, avant en de faire le vernis?» urgence. C'était urgent. Ouais. Donc bah, l'autre jour, ça a été fait en 15 jours. Maintenant, c'est un peu comme le portrait de Dorian Gray. C'est-à-dire il a tous les meilleurs et les plus mauvais souvenirs. Parce que c'est mon carnet d'autographes. Alors, il y a Goldman, il y a Andy McDowell, Ozawa, Sur Dutilleux, l'autre, en fait, Chick Corea, sur l'autre. mais Voilà. sur celui-là, tu as David Lynch, non? C'est encore sur un autre. Encore sur un autre, Sur OK. l'autre, il y a David Lynch et Michel Gondry. Ouais, Ah oui, oui. carrément. Ouais, carrément. Il y aura que d'ailleurs dessus. Ah, Oui, alors, et ce violoncelle m'a été volé. oui, Et cette année, c'est-à-dire 27 ans plus tard, 27 ans plus tard, ouais, hein. je reçois un message sur Facebook d'une dame qui s'appelait Catherine Philippe Oui. et qui me dit: «Monsieur, écoutez, j'aimerais bien savoir l'histoire d'un instrument parce que je viens de le récupérer. Mon neveu était en train de faire son déménagement, donc il fallait qu'il débarrasse tout l'appartement. Et puis l'ancien Non. locataire avait laissé des objets et il y avait un violoncelle blanc qu'il voulait mettre à la décharge, Mmh. tout ça. Mais comme j'ai fait de la contrebasse, je pense qu'un instrument, on ne le met pas à la décharge. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un petit peu de violoncelle. Elle a porté à un ami luthier à elle, Oui. qui a découvert l'étiquette dans laquelle il y avait mon nom. Et c'est comme ça qu'elle m'a contacté par Facebook. Ah là là, Et ça, c'est un phénomène. 27 Ouais, ans! ouais, 27 ans. Et il a vécu, ouais, Ah, mais et il lui est rien arrivé, il n'a pas bougé. Pendant tout ce temps-là, il est resté dans un fond de garage. Les cordes étaient celles d'avant, le chevalet, tout ça. formidable. Mais il en a vécu une sacrée histoire. Ouais. Alors, toi, en parallèle, tu as sillonné de nombreuses scènes françaises et internationales avec, les plus grands et donc tu as touché à tous les styles musicaux. Est-ce que tu as un meilleur souvenir professionnel de collaboration? Ça serait dur pour les Pour autres. les autres, C'est, ouais. non, parce que c'est vraiment des moments. Parce qu'il y a il y Oui, a aussi des moments dont on attend tout, il se passe rien. oui. Et des Ah, moments où on dans n'attend des pas grosses grand-chose et il se machines passe ou tout. des gens décevants. Et oui, et voilà. C'est pas que les partenaires, c'est pas que la musique qu'on joue, c'est Mmh. aussi la réaction du public. Oui, Parce que quand on joue moi, j'ai fait le Stade de France avec Hallyday. On était à trois. Il y avait un morceau, on était à trois avec Yvan Cassar et Johnny. ouais, Ah, évidemment, le Stade de France est bien hallucinant. sûr. Sauf que quand on est sur scène, on n'entend rien. On ne Oui. reçoit rien de l'énergie des gens qui sont dans la salle. Tu ne peux pas ressentir, il y a une masse très importante dans un espace ouvert, Hmm. enfin qui reste ouvert malgré tout et du coup les sensations sont pas les mêmes. Sauf qu'effectivement tu vois qu'il y a c'est assez extraordinaire comme moment parce qu'il y a une telle masse de personnes qui sont là, c'est quand même un peu impressionnant, non? C'est impressionnant, mais c'est pas bon. J'ai d'autres expériences vécues Oui, avec beaucoup de monde comme oui, ça en Amérique du Sud. On avait fait un titre de l'album Ocarina, on avait fait un truc qui s'appelait Implora, avec une très belle phrase de violoncelle et tout ça. Et là, tout le monde pleurait. Mais c'est une émotion. non, mais je suis aussi sensible au magnétisme des gens qui sont sur scène, Ouais. et comme du magnétisme des personnes dans la salle, comme on l'a quand on joue à. Moi, je me rappelle un beau souvenir, tiens, c'était à Jazz à Vienne. Oui, À Jazz à Vienne, on a tout un mur de spectateurs, ils sont tous là, c'est tous vos amis. C'est-à-dire, il n'y a pas des gens les uns derrière les autres avec juste les têtes et les téléphones par-dessus. ouais. C'est un autre Ah monde. oui, oui, c'est un autre Non, mais monde. c'est Ouais, un ouais. autre monde. Ouais, ouais, Et ouais. là, les silences ont de la valeur. Ouais, ouais. Au fond, toutes les expériences que tu vis sont assez extraordinaires parce que ce sont dans des contextes différents qui t'ont fait approcher à la fois beaucoup d'univers musicaux différents, d'artistes très variés. Tout à l'heure, on parlait aussi en off du spectacle de Laurent Gérard. Donc tout ça, ce sont des expériences très différentes, très enrichissantes, qui apportent à chaque fois une pierre de plus à l'édifice de ce que tu vis en fait. Absolument. Ouais. On pourrait le définir comme ça. Et c'est pour ça que je suis infiniment reconnaissant aussi aux gens avec qui j'ai travaillé, enfin surtout les belles personnes comme Laurent, par exemple, puisqu'on parle de lui, Oui, quand il fait son hommage, où il reprend intégralement les chansons de certains chanteurs, tout ça. La première fois que je le connaissais par la télé, mais la première oui. fois que j'ai répété avec lui, qu'on a répété ça, à un moment, il était assis en train de se préparer pour chanter une chanson de Beko. Ouais. Et moi, j'ai bien connu Beko
j'ai cru que c'était Beko qui était là, quoi. Il m'a fallu un moment pour réaliser que c'était pas Oui, Beko. c'est ça, Parce oui. qu'en Oui, plus, oui. quand il a pris le micro avec la cravate défaite Oui, pour attaquer le truc, c'était Beko, oui, quoi. Et là, merci, quoi, parce que ouais, ce qu'il a senti, il va pas vous le dire comment il l'a fait. C'est pas des bien sûr, procédés techniques, bien c'est pas de sûr. l'identification. Il n'est pas devenu Beko. Mais Alors tu étais il y a quelques jours, le directeur musical d'une soirée, Twin Peaks et puis en ce moment tu vis, 2 aventures musicales avec Roland Romanelli pour, des spectacles Hommage à Barbara interprété, par Rebecca Maille et Jacques Brel incarné par Arnaud Ascoy. Que représentent pour toi ces 2 figures emblématiques de la chanson française? déjà des textes, parce que la chanson française, ce sont des textes. Oui, C'est une honnêteté par rapport au texte et un rapport entre la mélodie et le texte qu'on a nulle part ailleurs. Parce que ce soit avec l'hébreu ou avec Alléluia ou quand on chante I love you, en anglais, on peut dire I love you, on peut dire I love you ou mmh I love you. oui, Et c'est ça vrai, marche de toute façon, peu ouais, décalé. ouais. Donc, en français, ça marche pas du tout comme ça. Les chansons de Brel, pour moi, c'est comme les chansons de Ferret, quoi. C'est vraiment des moments uniques. C'est vraiment du temps. Ça, c'est vraiment des gens qui ont écrit un petit moment de temps dans lequel ça nous ramène à des choses qui on va pas vivre avec ces souffrances en permanence. Par contre, de nous les rappeler et de les rendre vivaces et de savoir que ça fait partie de nous organiquement. Mmh. C'est peut-être la peinture de la souffrance qui me plaît le plus chez eux. Ouais, bah, Barbara aussi, hein, ouais, Bah, exactement. ouais, ouais, c'est un peu la même chose. Et puis sur scène, pour ces 2 spectacles, tu te trouves avec, Roland Romanelli. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu comment s'est passée votre rencontre? Alors, la relation avec Roland Romanelli, elle s'est faite en 2 temps. C'est-à-dire que de toute ma vie de studio, de musicien de studio, je l'ai souvent rencontré, mais bon, moi j'étais dans les orchestres, lui il était en soliste et c'est un musicien immense que j'ai vu sur des projets aussi différents que Goldman, Barbara ou des choses comme ça. Donc c'était une espèce de mythe quand même, parce qu'il faisait beaucoup de pubs, il était partout à la fois. Le premier à faire des synthés de manière aussi professionnelle qu'on le fait maintenant. Il avait fait un groupe, il a fait les musiques de Space, et ça ressemble pas du tout aux Ouais, chansons de Barbara. oui, Pourtant, il était à cheval dans les deux mondes en même temps. Donc, c'est un le personnage est fascinant. C'est un grand musicien. Je l'ai vu quand on faisait des séances de films avec Claude Lelouch, que Francis lui écrivait une mélodie. On le mettait dans une cabine parce qu'on savait qu'à la première lecture, il y avait déjà la magie. L'orchestre avait accompagné, comme ça, il était dans le contexte. Et après, lui, il pouvait partir. Il avait déjà fini sa séance. Il avait tué tout le monde. Et voilà. Puis nous, on continuait. On faisait nos 3 heures de séance. Donc, voilà le personnage. Et c'est à l'occasion d'un concert, à une période très creuse de ce métier, de se retrouver avec un ami commun à faire un concert à Laval, avec l'espoir de vendre des concerts au Japon. Ils avaient invité un gros producteur japonais. Et bon, ça s'est très bien passé. Je conduisais la voiture exceptionnellement, puisque avec Roland, on ne conduit pas la voiture. Mais cette fois-ci, c'était la mienne, donc pas le choix. Et on a discuté de musique, et il m'a parlé d'un projet qu'il avait de raconter sa vie avec Barbara, les aventures d'écriture, amoureuse, etc. Il avait déjà commencé. Je dis, écoute, moi, je suis partant pour toute aventure musicale. C'est pas une question d'argent, mais ça me ferait bien plaisir si tu m'invites là-dessus. Je viendrais volontiers jouer quelque chose. Et bah, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire on a fait un premier concert au théâtre du Palais Royal. ouais, Après, on s'est plus quitté, c'est-à-dire qu'il a écrit vraiment des vrais arrangements. ouais. En plus, ce soir-là, Eric Emmanuel Schmitt était là, qui a dit ah ouais, avec le violoncelle, par contre, j'y crois. Donc voilà, on a fait un an au théâtre Rive Gauche, tous les deux aussi traqueurs, c'est-à-dire que pour jouer à 7 heures, on était là à 5 heures, chacun dans sa loge, en train de crapahuter sur les instruments pour être sûr d'être au top le soir, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc on a appris à se connaître comme ça, quoi. Un type extrêmement exigeant, mais extrêmement bienveillant. Ouais. C'est un homme merveilleux, quoi. Donc Ouais. après, il y a eu d'autres projets. On a fait justement pour des musiques de films, pour d'autres choses comme ça. Mais en fait, on se quitte plus. Et lui, il a toujours rêvé de jouer du violoncelle. Donc j'ai le rôle de jouer comme il aurait voulu jouer. D'accord. Donc je m'en satisfais assez bien parce que Une vraie complicité, une ah ouais, amitié. ouais, ouais. Et là, je l'ai entraîné sur l'aventure de Twin Peaks, qui était vraiment un truc, Oui, lui, qui pour lui était complètement étrange. Alors, l'humilité du personnage, c'est-à-dire que tout le monde était là dans la loge à raconter des blagues avant de démarrer. Lui était déjà sur scène, en train de peaufiner ses sons au synthé, de mettre des notes sur les partitions,
comme si sa vie en dépendait. Et c'était une belle aventure qui l'a surprise, et sa présence a été vraiment un bonheur pour tous. Quels sont tes projets à venir, Jean-Philippe, au milieu de tout ça? Parce que tu es très occupé et Bah, les projets d'avenir, c'est déjà la diffusion de cet album, parce ouais, que c'est pas tout de l'avoir écrit. J'aimerais surtout le porter, comme on dit, à la connaissance du public. Parce que de sortir Alléluia, oui, d'expliquer comment ça fonctionnait, ouais, j'ai fait ça en prison, et les oui, types ont compris tout de suite. ouais. Tout de suite, ils ont capté tout de suite. Alors que quand j'explique ça à des musiciens qui ont l'habitude, qui ont Oui, joué les des kilomètres de spécialistes. Bach, Ouais. ils veulent même pas en entendre parler. Ah oui. Pas tous, hein, mais Est-ce c'est une piste. Moi, je prétends pas à ce que je fais, je prétends pas que ce soit définitif et tout ça. Mais si je dis pas, si si je suis différent, je l'accepte et je compte. C'est-à-dire, je compte comme quand, enfin, il y a une espèce de représentation avec la boule à 1000 facettes qu'on voit ouais, dans les boîtes de nuit. ouais, C'est-à-dire qu'on a tous notre reflet dans le miroir. ouais, C'est-à-dire, on pourra parler de ce qu'on voit quand on aura tous confronté ce qu'on a vu. ouais. C'est un grand esprit d'ouverture, en tout cas. Ah oui, j'espère. Ouais, c'est ce qu'il faut. Bien, merci beaucoup, Jean-Philippe. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'interprétation de Jean-Philippe Audin sur l'album Alléluia Graffiti, mais aussi le voir sur scène pour le spectacle Barbara à Paris et pour la tournée d'Arnaud Ascoy dans toute la France. Merci, Jean-Philippe.